J'accueille Hervé Guillaumard, également directeur de recherche à l'INRAE. Tu es directeur de recherche à l'INRAE, tu es également président du LIT Westerel, donc laboratoire d'innovation territoriale pour Ouest Territoire d'élevage autour des recherches sur le bien-être animal. Et tu vas nous parler plus précisément de comment réconcilier élevage et société, donc avec un point de vue là plutôt français. Je te laisse la parole. Merci beaucoup. Merci donc de l'invitation. Entre guillemets, ça me rappelle ma jeunesse, parce que j'ai quand même passé 20 ans au moins dans un bureau au-dessus. Là. Et donc, alors, Julien m'avait demandé de parler de réconcilier élevage et société. Et ce que je vais essayer de faire, c'est d'abord d'aborder le point, pourquoi on se pose un peu la question. Je vais faire ça sur un sondage qu'on a fait dans le LIT. Et ensuite, je développerai ce qu'on essaie de faire pour cette réconciliation, entre guillemets, au sein de l'association LIT Westerel, en vous présentant celle-ci très brièvement tout d'abord. Alors, le premier point, je ne sais pas si ça marche bien, c'est dans le cadre justement de l'association LIT Westerel, qui veut dire donc Laboratoire d'innovation Ouest Territoire d'élevage, et qui s'occupe de bien-être animal et de réduction des usages d'antibiotiques et de conditions d'élevage. On a mené une enquête sur l'intérêt à l'égard des conditions d'élevage, de transport et d'abattage des animaux. Donc en interrogeant un panel, enfin bon bref, je vous passe les détails, alors juste en retenant quelques points, donc il y a une très grande majorité de Français ou de nos compatriotes qui se sont intéressés, qui se déclarent intéressés, puisque ça fait 91%, voilà, qu'il y a 60% des personnes interrogées qui connaissent mal, enfin qui déclarent connaître mal les conditions d'élevage. Néanmoins, il y a à peu près moitié-moitié qui déclarent en fait que les conditions sont soit bonnes ou mauvaises, donc en fait, ça reflète peut-être aussi le fait qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas. Voilà. Le point qui est intéressant, c'est qu'il y a une majorité, enfin il y a 47% qui déclarent ou qui considèrent que les conditions se sont améliorées, voilà, beaucoup ou un peu, voilà, mais que si vous ajoutez aussi les personnes qui ont considéré que c'est resté stable, il y a du coup une très forte minorité qui déclare que les conditions d'élevage se sont dégradées. Alors, je sais bien que c'est un sondage, donc on n'a pas dit sur quelle période, etc. Voilà. Mais en fait, ça reflète un point, le premier sur lequel je veux insister, qui est qu'on parle beaucoup de critiques vis-à-vis de l'élevage. Et en fait, quand on interroge les gens, voilà, bon, ben, c'est pas si évident que ça, quoi. Enfin, en gros, ils considèrent qu'il y a des progrès quand même s'il faut évidemment continuer à progresser. Et en fait, il y a d'autres sondages qui vont à l'appui en fait de ce résultat. Ensuite, si vous demandez qui en fait peut agir de façon, enfin, qui selon eux, quels sont les acteurs qui sont les plus à même en fait d'améliorer ces conditions d'élevage, bon, ben, vous voyez que très largement en tête arrivent les vétérinaires et les éleveurs. C'est un peu dommage que la recherche et l'enseignement n'arrivent pas en premier, mais enfin c'est comme ça, hein. Voilà, je ne peux pas tricher. Mais quand même, il y a une majorité qui se déclare favorable, quoi. Et après, c'est moins net pour les transporteurs et les abatteurs. Puis je vous passe les autres qui sont derrière, du coup. Voilà. Et ensuite, si vous regardez en fait les leviers en fait sur lesquels on interroge les Français dans la perspective d'améliorer les conditions d'élevage de façon générale, et je vous rappelle qu'on est au niveau de l'ensemble de la filière. Bon, ce qui vient en premier, c'est les pratiques. Voilà. La réglementation intervient fortement. La mise en place d'une signalisation, donc donner en fait l'information aux consommateurs. L'augmentation des revenus qui passe plus par les prix. En gros, les gens considèrent qu'il vaut mieux donner des prix, donc ça veut dire payer un peu plus cher notre alimentation, voilà, plutôt que par des aides directes, c'est ce que vous avez en bas. Mais vous voyez aussi que, par exemple, les innovations technologiques, les innovations numériques interviennent à un haut niveau, donc plus que 62% en bas, là, voilà. Et donc, vous voyez que, du coup, ce qu'on appelle, par exemple, l'agriculture de précision fait aussi part de la palette des solutions déclarées par les Français que l'on a interrogés ici dans ce sondage. Et du coup, par rapport à la question qui était posée, c'est réconcilier élevage et société. Voilà. Il y a sûrement, comme dans hélas beaucoup de domaines, aujourd'hui un paradoxe entre ce qui est médiatisé, voilà, versus ce que pense en fait une majorité de gens et ce que demande une majorité de gens. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas améliorer les choses, hein. Comme a montré Pierre, réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'élevage, améliorer la biodiversité, améliorer le bien-être, etc. Mais je pense qu'il faut faire attention quand on pointe du doigt quelque chose en disant il faut absolument réconcilier.
Et vous allez voir que dans le lit, on dit exactement qu'il faut réconcilier pourtant. Voilà. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une si grande rupture, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des démarches de progrès à avoir. Et du coup, je vais vous montrer maintenant, nous, ce qu'on essaie de faire un peu sur un petit domaine, enfin un petit domaine, un domaine important, mais qui n'est qu'une partie, en fait, des défis auxquels fait face l'élevage, donc qui est la question du bien-être et la question de la santé. Comment on fait? Et ce que je vais essayer d'insister, c'est pourquoi on pense qu'il faut en fait mettre en œuvre des démarches de co-construction avec l'ensemble des parties prenantes. Alors, il faut partir du bas à gauche, voilà, et remonter le long de la flèche. Donc, pour vous présenter ce qu'on fait donc, dans le lit Ouesterel, le contexte, il a été rappelé au niveau mondial, etc. Mais pour nous, ici, c'est l'importance des productions animales dans l'ouest de la France, donc c'est la Normandie, la Bretagne et les Pays de la Loire, et les nombreux défis auxquels fait face cet élevage en matière d'économie, d'environnement, de santé, etc. Je vous passe. Notre ambition, on a écrit comme ça, c'est réconcilier élevage et société. Bon, même si je pense qu'il ne faudrait plus écrire comme ça, en fait, aujourd'hui, mais c'est comme ça. Et la feuille de route, et après, c'est là que tous les mots comptent, c'est co-construire, en fait, le futur des productions animales. Donc, le mot-clé sur lequel je reviendrai, c'est co-construire. Futur, ça veut dire que pour nous, il y a un futur. Voilà, c'est très important. Des productions animales, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dissocier l'élevage du transport et de l'abattage, voire de la distribution, et de la transformation et de la distribution. Par contre, il faut répondre aux attentes alors, des citoyens et des consommateurs. C'est les consommateurs qui vont manger, hein, évidemment, mais les citoyens comptent tout autant, donc y compris ceux qui refusent, en fait, par exemple, de manger des produits animaux. Alors, et nous, c'est au profit des économies territoriales et régionales, puisqu'on se situe dans l'Ouest. Les vecteurs, en fait, de notre travail, c'est l'augmentation du bien-être animal, la réduction des usages de produits médicamenteux en élevage, et notamment d'antibiotiques, dans une perspective d'antibiorésistance. Alors, ce que je voulais dire pour ça, ça va me permettre de parler de réconcilier et des attentes sociétales, réconcilier élevage et société. Aujourd'hui, par exemple, en matière de consommation, de remplacement des produits animaux par des produits végétaux, il y a une certaine partie de la population, en particulier des consommateurs, qui refusent en fait la consommation, enfin qui réduisent ou qui refusent, quoi. Le problème, par exemple, de l'antibiorésistance et du développement de l'antibiorésistance est sans doute tout aussi important, mais il ne bénéficie pas en fait d'un corpus constitué permettant de défendre tout autant la réduction, par exemple, des usages d'antibiotiques. Et donc, quand on dit réconcilier élevage et société, ce qu'on essaie aussi de prendre en compte, c'est les biens publics qui n'ont pas de corps constitué pour les défendre. Donc, il y a l'antibiorésistance, il y a les changements climatiques, etc., qui sont tout aussi importants à prendre en compte. Donc, les vecteurs, je répète, c'est l'augmentation du bien-être animal, la réduction des usages d'antibiotiques, tout en améliorant les conditions de revenus, de vie et de travail des acteurs le long de la chaîne. Et évidemment, on prend aussi en compte les impacts sur l'autre dimension de la durabilité. On appelle ça l'élevage à vivre ensemble. On fait ça, normalement, il y a peut-être... Bon, bref, vous perdez la photo à gauche. On part de l'élevage et on va jusqu'au consommateur. On peut inverser. Dans l'Ouest, sur le bovin-lait, le porc et la volaille. On est constitué en association, pour des raisons pratiques, hein, c'est pas grave, voilà. 53 membres structurés en collège. Vous avez ici les membres. Les 3 membres fondateurs sont Eureden, INRAE, Terena, et il y a plusieurs membres, enfin, et autrement, les membres sont structurés en collège pour une question d'organisation. Et vous voyez qu'on a la recherche et l'enseignement, dont AgroCampus. Ah oui, mais je ne sais pas comment ça s'appelle maintenant, l'Institut Agro, voilà. La recherche appliquée, les chambres d'agriculture, la production agricole avec des gros acteurs, la distribution, l'économie hors industrie agroalimentaire, qui sont surtout des startups du numérique, en fait, pour nous, des vétérinaires, les associations du bien-être animal, dont Wellfarm de Ghislain, qui parlera tout à l'heure, et puis un groupe divers, parce qu'il y a bien un groupe divers à la fin. Vous êtes welcome, donc tout le monde est bienvenu, y compris, en fait, les personnes individuelles qui souhaitent adhérer pour faire... Enfin, c'est gratuit, voilà, pour les personnes individuelles, pas pour les autres, qui souhaitent, en fait, porter leur voix et faire... enfin, exprimer, en fait, leur intérêt. Et donc, du coup, ce qu'on cherche à faire, c'est à co-construire selon la méthode Living Lab. Je vais expliquer ce que c'est. Donc, vous partez de en haut, enfin de midi. Donc, on développe des plans de progrès guidés par des référentiels techniques santé et bien-être, ce qui nous permet d'identifier des freins qu'il faut lever, les freins qu'on lève par un portefeuille d'actions de nature très diverse. Alors, ça peut être de la recherche fondamentale, comme de l'innovation, comme de la communication, etc. Et évidemment, ensuite, il y a des actions de formation, de diffusion et de communication. Et je vais rapidement vous illustrer par la construction des référentiels et la construction des solutions santé et bien-être. Je vais passer sur la communication parce que ça, c'est standard, même si c'est un axe très important.
Mais d'abord, je vais essayer de vous expliquer en 3 mots ce qu'est un Living Lab et pourquoi c'est au cœur de la démarche. Alors, le Living Lab, alors, comme je dis à chaque fois, parce que ça fait pas mal de fois où je présente ça, le Living Lab, ça veut dire laboratoire vivant, vous avez tous traduit, quoi. Ça vient du Québec, mais ils le disent Living Lab quand même. Alors, je ne comprends pas bien pourquoi, mais c'est comme ça. Voilà. C'est sûrement qu'ils voulaient aller vers les États-Unis, je pense. Enfin, ou bref, ou le reste du pays. Je passe. C'est ce qu'on appelle un dispositif d'innovation ouverte. Donc, c'est un dispositif ouvert. Ouvert, ça veut dire que c'est ouvert à tout le monde. Et c'est ouvert aux usagers directs et aux usagers indirects. Alors, chez nous, les usagers directs, c'est par exemple l'éleveur, qui va être directement impacté par des problèmes de bien-être ou de santé. Mais c'est aussi le consommateur, qui va être impacté, par exemple, si on impose des conditions de bien-être plus élevées qui augmentent les coûts, qui augmentent les prix, donc qui augmentent son alimentation. Mais tout autant, on inclut les usagers indirects, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas impactés. Voilà. Par exemple, des gens qui ne consomment pas de viande ou de produits animaux, mais qui sont quand même intéressés par les conditions d'élevage que l'on cherche à développer. Alors, ensuite, on n'impose pas, mais on co-construit, c'est-à-dire qu'on met tout le monde autour de la table, c'est fatigant des fois, des gens qui n'ont pas les mêmes opinions, mais on cherche en fait à trouver des compromis en dialoguant et en construisant en même temps. Voilà. Et on cherche à avoir des futurs et des solutions qui soient acceptables par les uns par les autres. Dit autrement, un peu si on fait de la socio, enfin je ne suis pas sociologue, mais voilà, on ne cherche pas à avoir une acceptabilité sociale, mais on cherche à co-construire l'acceptabilité, enfin à co-construire en fait le futur social. Voilà exactement ce qu'on cherche à faire. Ce qui veut dire, et le troisième point, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de la méthode. En gros, on ne va pas au café du commerce. J'ai rien contre le café du commerce, hein, voilà, auquel je vais, mais bon, pour discuter d'autres choses. Mais il faut de la méthode. C'est-à-dire que vous allez regarder sur Living Lab, vous allez trouver beaucoup de dessins comme ça, là, où on dit qu'on co-crée, on explore, on expérimente, etc. Alors les dessins sont tout aussi fidèles de la réalité. Les scientifiques, après, ils traduisent ça en carré, bon, sont un peu plus sérieux, mais en fait, c'est exactement la même chose. Ce qui veut dire qu'on applique des méthodes et qu'il faut suivre la méthode, ce qui impose une certaine rigueur. Bon, mais c'est comme ça, en fait, que l'on essaie de progresser. Alors, je vais vous illustrer ça sur 2 choses. La construction des référentiels santé et bien-être. On fait ça sur le volaille et le porc et on va faire sur le bovin. C'est fait en parallèle, conjointement avec une autre association, qui est l'association Étiquette pour le bien-être animal. Et dit très rapidement, les référentiels, ça se présente sous la forme d'un escalier. Vous avez un escalier à 5 marches et plus vous montez les marches, plus vous êtes exigeant en matière de bien-être animal. C'est ce qui est représenté à droite. Voilà. Bon, on respecte en fait, on essaie de respecter les 5 libertés et on fait ça au stade de l'élevage, du transport et de l'abattage. Ça donne lieu à un étiquetage, voilà. Ben, A si vous êtes au niveau A, C si vous êtes au niveau C. Et donc on a fini en fait pour la volaille qui existe déjà, donc vous pouvez le trouver chez vos meilleurs commerçants. Et nous, on l'utilise aussi pour repérer en fait des verrous qui feront l'objet ensuite d'opérations d'innovation. Donc par exemple sur la volaille de chair, la question que l'on va travailler, c'est le transport des poussins, les comportements des oiseaux et les performances économiques en bâtiment, la question de la luminosité, les aménagements des parcours et la question des lésions. Et on fait la même chose aujourd'hui sur le porc. On a presque fini, je touche du bois, voilà. On devrait avoir fini au début de l'année prochaine. Et juste le point que je voudrais montrer pour le porc, c'est beaucoup plus compliqué sur le porc, parce que vous avez plusieurs stades physiologiques à respecter, voilà, etc. Et en gros, quand vous faites quelque chose en maternité ou en verraterie, ben vous ne le ferez pas forcément au stade d'engraissement en même temps. Donc il faut voir comment on respecte ça, mais voilà. Bon. Et du coup, ce qu'on essaie aussi du coup, de faire dans le LIT, et c'est ça la co-construction, il y a des surcoûts liés à l'amélioration du bien-être, et on essaie de voir comment, en fait, les transformateurs et les distributeurs peuvent capter ou prendre une partie de ce surcoût pour arriver à des solutions qui restent viables et donc qui restent performantes d'un point de vue économique. Alors, en termes de co-construction de solutions, on a une démarche bien établie, nous on emploie une, mais enfin il y en a plein, qui se décompose en 5 phases. Donc, 1, diagnostic, 2, on problématise la chose, 3, on conçoit, donc conception. Ensuite, il y a un prototypage et ensuite, il y a des tests que l'on met en œuvre dans le cadre d'une démarche pour la communication qu'on a appelée Animagine. Et donc, on a choisi des thématiques en fait, de co-construction. Je vais illustrer par le porc, pour continuer sur le porc. Et donc, on travaille par exemple sur les alternatives à la castration à vif des porcelets, sujet d'actualité, puisque normalement, au 1er janvier 2022, il n'y aura plus de castration à vif, normalement, voilà.
On travaille sur la conception de bâtiments d'élevage porcin à haut niveau santé et bien-être animal. Et du coup, pour vous montrer comment on fait en matière de co-construction, en reprenant mes stades physiologiques en fait, de l'élevage de porc, on a commencé par travailler sur l'engraissement, c'est-à-dire comment j'améliore le bâtiment d'engraissement, comment je permets au porc d'avoir accès à l'extérieur, la litière, etc. Puis on s'est dit, si on continue dans cette voie-là, on va améliorer des choses, mais on a à chaque fois des surcoûts qui s'accumulent. Donc les acteurs de l'association ont décidé, on va travailler un bâtiment porcin out of the box, enfin, ou from scratch, comme ils disent, quoi, voilà. À partir de zéro, en bon français, on a dit, on va reprendre les choses totalement différemment, et on va dire, je ne veux pas avoir des bâtiments comme j'ai aujourd'hui, par exemple en Bretagne, avec la succession, verraterie, etc., je vous passe, et on réfléchit autrement, y compris en demandant à des acteurs non du secteur agricole, donc à des vétérinaires, à des architectes, etc., de nous aider en fait à cette réflexion-là. Et donc, in fine, après, on verra bien comment une démarche de co-construction plus traditionnelle versus vraiment décalée aboutira à des solutions que l'on mettra en œuvre. On travaille l'analyse multicritère et on travaille aussi l'amélioration de la bientraitance à l'abattoir. Voilà comment ça se présente, mais je passe pour aller plus vite. Voilà. Il y a des ateliers avec des participants, c'est la photo du bas. Et ensuite, vous voyez, ce qui est important à tenir, c'est de tenir en fait le schéma que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est-à-dire de suivre les étapes, y compris en frustrant un peu les gens. C'est-à-dire de dire, ah non, ça y est, on passe à autre chose, parce que sinon on revient toujours sur les mêmes sujets. Donc il est important de faire cela. Et donc aujourd'hui, par exemple, dans le cadre de l'alternative à la castration à vif des porcelets, on a fait la phase de diagnostic et de problématisation, et on est à la phase d'idéation et de prototypage. Voilà. Et juste pour vous montrer qu'on fait évidemment des thématiques agricoles, ou stricto sensu, en fait, correspondant à l'élevage, au transport, à l'abattage. Et en fait, les acteurs du LIT ont demandé à réfléchir aussi plus largement. Et donc, on est en train de développer la même chose sur la compréhension des comportements de consommation. Et ça rejoint un point qui a été mentionné tout à l'heure. En gros, les acteurs se posent la question de qu'est-ce qu'on mangera demain, qu'est-ce qu'on consommera demain, qu'est-ce qu'on mangera aussi, mais enfin voilà, qu'est-ce qu'on consommera demain, mais aussi en se posant la question de dire quelle est la différence entre ce que les gens déclarent et ce que les gens consomment. Alors, il y a beaucoup de choses sur les dissonances cognitives, comme on dit, quoi, voilà, mais ils veulent avoir une image un peu plus claire de cela, en France et dans l'Ouest, voilà, parce qu'ils sont basés surtout dans l'Ouest. Et le point que nous permet de faire l'association et les partenaires de l'association, c'est qu'on va aussi développer du tout des tests en magasin, en particulier avec Système-U, qui a un réseau en fait, de magasins dans tout l'ouest de la France. Et donc c'est comme ça qu'on concilie en fait, des approches plus théoriques ou plus analytiques avec des approches concrètes dans les magasins ici de Système-U. Voilà, et ça c'était la communication, mais je vous passe. Et donc je vous remercie en vous renouvelant le welcome.